Bienvenue dans cette série spéciale Open Startup réalisée et enregistrée en direct de Vivatech 2025, le plus grand salon tech d'Europe. Je vous amène dans les coulisses de l'événement, au plus près des entrepreneurs, des innovateurs, des experts du numérique, pour capter à chaud les tendances, les idées qui bousculent et les voix de celles et ceux qui construisent la tech d'aujourd'hui et de demain. Des interviews, des échanges spontanés, des retours sur le terrain, c'est du contenu pour vous faire vivre l'énergie du salon comme si vous y étiez. Dans cet épisode, je tends le micro à Philippe Métayer, directeur général de la French Tech Bordeaux, pour parler scale-up, accompagnement des startups, et lui demander si l'on se trouve à un point de bascule de l'écosystème tech français. Bonne écoute! J'ai retrouvé sur ce salon quelqu'un et un visage bien connu, Philippe Métayer. Philippe, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Guillaume, je suis Philippe Métayer, je suis directeur général de la French Tech à Bordeaux. On est là donc sur ce Vivatech. C'est quoi déjà ton premier ressenti là, on est à la fin quasiment de la première journée sur cet événement-là qui est l'événement phare qu'on a en France et en Europe. Le ressenti à la fin de cette première journée, déjà, c'est on a un peu mal aux jambes, il faut se le dire. Le sujet aussi qui, je pense, où il y a c'est unanime, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Je vais pas trahir un secret, mais les organisateurs avec lesquels je discutais très tôt ce matin vraiment visent un record d'affluence sur cette édition 2025 de Vivatech. Donc, c'est plus de 150 000 participants sur 4 jours. C'est énorme et on le voit dans les allées, c'est vraiment bondé. Après, comme toujours, les salons, c'est pas le quantitatif, c'est le qualitatif. C'est avoir les bons contacts qui correspondent bien aux objectifs, avoir les bonnes cibles et convertir ses prospects en clients, ses prospects investisseurs. Enfin, c'est quand même ça l'objectif ultime des salons, convertir. C'est fou parce que je t'ai même pas posé, j'aurais pu te la poser la question sur les bons conseils et les bonnes pratiques à avoir, mais tu la donnes, donc c'est magnifique. Justement, toi qui as l'habitude de faire plein de salons à l'international, le CES, Slush, Web Summit, etc. Il y a quoi en spécificité française peut-être ici à Vivatech que toi tu peux partager pour les gens qui connaissent pas forcément l'événement et qui vont écouter les épisodes là? Il y a plusieurs spécificités. D'abord, historiquement, il y a beaucoup plus de grands groupes qui ont sous leur ombrelle des startups avec lesquelles ils travaillent. Ça, c'est vraiment une spécificité de Vivatech. Mais à côté de ça, il n'y a pas que des grands groupes avec quelques startups sur leur stand. Il y a aussi des pavillons régionaux, des pavillons de chacune des régions de toute la France, et qui ont sur leur pavillon un certain nombre de startups qui vont exposer parfois une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. C'est un petit peu, ça dépend un petit peu des stratégies de chacun des pavillons régionaux. Mais aussi, et c'est là où c'est quand même important d'avoir un salon de ce type en France, c'est énormément de délégations étrangères qui exposent. Et quand je dis énormément, j'ai pas le chiffre, mais c'est des dizaines de milliers d'exposants et de visiteurs qui sont hors France, de toute l'Europe, mais aussi hors Europe. Et le pays hôte cette année, c'est le Canada. Donc, j'ai pas le nombre officiel du nombre de participants du Canada, mais le stand canadien est très, très important et c'est une formidable opportunité pour toutes nos startups. Donc, en un mot, Vivatech, c'est des grands comptes, des startups, c'est à la maison et c'est international. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Génial. Justement, tu parlais des pavillons régionaux. Là, on a la chance en plus de faire cet enregistrement sur le stand de la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les startups qui sont présentes? Moi, de mon ressenti, ce que je te disais, j'ai l'impression que c'est beaucoup cette année de startups très industrielles qui sont mises en avant. Je sais que chaque jour, évidemment, il y a des startups différentes qui arrivent. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et est-ce que c'est aussi est-ce que ça représente et symbolise peut-être aussi notre écosystème quelque part? Alors, ça symbolise, oui, forcément notre écosystème. Alors, quand même, un point important, c'est que notre écosystème est quand même très divers en secteur d'activité. On a des grandes spécificités, la santé, l'aérospatiale, les green tech, même les industries créatives et culturelles, même si en ce moment, le jeu vidéo est quand même un sujet pas très simple. Mais évidemment, ça se traduit de cette façon-là. Après, il y a aussi beaucoup de créateurs de startups et beaucoup d'entrepreneurs.
qui répondent à des enjeux, à des problématiques, du moment qui sont encore plus prégnantes, hein. Le climat, l'environnement, la mobilité, la durabilité, quel que soit le service, quel que soit le produit, faire en sorte d'avoir un impact le plus positif qui soit. Donc, il y a un ensemble de startups sur des secteurs forcément différents, mais j'ai envie de dire avec une sorte de point commun qui est propre à, notre belle région, à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine. Demain, enfin Vivatech, c'est aussi des conférences. Il y en a partout, dans tous les coins du salon. Alors il y a des grandes scènes, mais même sur les stands, il y a des conférences. Toi, demain, tu interviens sur une conférence qui est intitulée Ready to Scale. J'aimerais te poser cette question, qui est souvent une question classique que se posent les fondateurs, parce qu'on démarre tous souvent en local rapidement. C'est ça, une startup, ça est amené à se développer, sortir de sa région, aller au national, à l'international. Je pense que ça va être une des thématiques aussi demain que vous allez aborder. Est-ce que toi, tu as des conseils ou bonnes pratiques aussi que tu pourrais partager pour des startups qui se trouvent dans ce momentum-là de passer à l'échelle? Alors il y a un premier constat et c'est aussi lié à l'histoire de la French Tech. La French Tech a fêté ses 10 ans l'an dernier et en fait, j'ai envie de dire la French Tech à 10 ans, on est presque au début de l'adolescence. Bon, on va se dire que pour nous, la French Tech est arrivée à maturité, mais aussi l'écosystème. On était très souvent focalisé les dernières années sur le start. Il faut qu'on reste focalisé sur le start, mais il faut aussi et surtout travailler vraiment en profondeur le scale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de créateurs de startups qui ont démarré et puis à un moment donné, qui sont sur des plafonds de verre de marché, de production, d'industrialisation, de financement, d'internationalisation. Et l'idée, c'est de poser ces sujets-là ensemble pour aider ces entrepreneurs, femmes et hommes, qui sont souvent peut-être associés, mais seuls face à des problématiques énormes et nombreuses. Et on a mis en place à la French Tech Bordeaux et tous les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine en même temps, des sujets, des programmes, des actions. À la French Tech Bordeaux, on a créé un club des scale-up, des CEO de scale-up, où on ne parle que de problèmes. Et puis forcément, on essaie de trouver des solutions ensemble, de partager de l'expérience. On a lancé hier soir à Paris le Scale-up Excellence, c'est-à-dire que 9 capitales French Tech ont sélectionné des scale-up pour faire en sorte qu'elles bénéficient d'un accompagnement ponctuel, une demi-journée par trimestre, c'est très peu, mais pour faire en sorte de toucher des problématiques qu'elles n'arrivent pas à craquer toutes seules. Et donc, l'essai de créer cette cohorte et cette dynamique collective pour faire en sorte que le scale, c'est possible. Alors, les conseils pour le scale, c'est partager, s'entourer et aller vers des acteurs qui ont déjà franchi ces étapes, parce que c'est des étapes qui sont très différentes du start. Et quand on a fait un bon start, c'est pas forcément facile de faire un bon scale. Et donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. Mais à un moment donné, il y a des conseils, il y a un écosystème qui est prêt à aider. Bah, venez vers les tiers de confiance qui vont vous mettre en relation avec les bons acteurs et ne restez pas seul parce que c'est un sujet qui est quand même complexe et dans un monde, on le dit, tout le monde le dit, mais incertain, volatile sur pas mal de sujets, complexe et ambigu. Donc, toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire des scales facilement. Donc, entourez-vous en interne, en externe, en accompagnateur pour faire en sorte que le scale soit possible et c'est possible. Carrément, et c'est un vrai sujet de se faire accompagner parce qu'il y a des très bons fondateurs, des très bons builders entre guillemets, mais qui sont pas toujours des bons scalers, et c'est ok et c'est normal, c'est pas les mêmes phases d'entreprise. Tu parlais de la maturité de la French Tech. Il y a une sorte de tradition, c'est que chaque année, à la veille de Vivatech, il y a toutes les French Tech de France et même à l'international qui se retrouvent à Paris pour une sorte de grand summit ou séminaire, je sais pas comment vous appelez ça, j'ai perdu le nom, et avec des prises de parole notamment cette année de Clara Chapaz, de Julie Huguet qui est la directrice au niveau national. Est-ce que tu peux nous donner quelques insights? Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver là dans la feuille de route French Tech auxquelles on peut s'attendre? Alors, c'est le Community Summit, en fait, le sommet des écosystèmes labellisés French Tech, de tous les écosystèmes labellisés French Tech dans le monde. Il y en a plus de 110. Donc, on avait des représentants, bien sûr, de toute la France, mais aussi de toute l'Europe et des 5 continents. C'est un moment, c'est la grande famille de la French Tech qui se retrouve. C'est quand même un moment fort.
C'est un moment où aussi on partage nos problèmes, hein, parce que nous aussi, on est sur la phase de scale, il faut se le dire. Et je pense que le start s'est bien passé, mais le scale, il y a des phases compliquées. Donc, c'est à nous de trouver aussi des réponses à certaines problématiques pour le réseau de la French Tech qui est en train de scaler. C'est un moment de partage de bonnes pratiques, c'est très important, de compréhension de problèmes sur certains pays ou certains continents qui peuvent être économiques, géopolitiques, de tensions, de marché, de secteurs, d'urgence. Donc, c'est aussi décrypter ces éléments pour mieux les partager à l'écosystème et aux entrepreneurs, toujours. Et puis après, ben voilà, concrètement, c'est fixer les grandes priorités. C'est c'est- c'est- c'est pas une surprise, mais la grande priorité absolue, c'est développer le chiffre d'affaires de toutes ces startups et scale-up le plus vite possible. Et s'il faut accélérer plus fort, on va aller chercher des investisseurs et du financement. Mais l'investisseur et le financement, ça reste un outil, on le dit depuis des années, on le répète, il vaut mieux 1 € de client qu'1 € d'investisseur. L'un n'empêche pas l'autre, mais priorité au client. Passez du temps à trouver un client, vous aurez déjà un retour sur votre produit, sur votre service, voir s'il y a des sujets à corriger. Et puis ensuite, s'il faut scaler, s'il faut accélérer, peut-être que de 1 à 10, on trouve 10 clients, de 10 à 100, et puis après, c'est de 100 à 1000 et on continue. Et s'il faut faire des levées de fonds, faites des levées de fonds. Mais s'il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien d'en faire. Carrément, tu me fais une transition un peu toute trouvée sur un autre sujet dont je voulais te parler. C'était ça, c'est ce contexte aussi d'un point de vue financement, levée de fonds, etc., qui est un peu plus tendu. Et j'aimerais savoir comment toi tu l'analyses aussi. Là, tu viens de le dire, il faut être moins dépendant du financement public. Il est là pour aider, accompagner, etc. Et on en a besoin, il restera ça. Mais le financement privé, et aller chercher des euros et du chiffre d'affaires, c'est quand même le plus intéressant. Avoir un peu ton regard là-dessus. Et en parlant de levée de fonds, il y a aussi le sujet IA, en fait, qui est d'ailleurs dans toutes les bouches ici à Vivatech. Enfin, on s'en doutait, hein, et qui concentre aussi une bonne partie des levées de fonds. Je crois que c'est plus de 30%, enfin, c'est aux alentours de 30% des levées de fonds qui sont sur des sujets IA. Est-ce que c'est aussi un des thèmes clés pour la French Tech? Est-ce que la French Tech va tout miser sur l'IA? C'est quoi les discours qu'il y a? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, sur le sujet de l'IA, aujourd'hui, il faut se le dire, c'est le Far West de l'IA, très clairement. Donc, le Far West, ça veut dire que ça va dans tous les sens et à très grande vitesse. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'on a un peu de recul sur toutes ces technologies qui débarquent. On a bien connu la blockchain, la VR, tout un tas de technologies, et à chaque fois, c'était le Far West. La seule différence, c'est que c'est un Far West qui va beaucoup plus vite que d'habitude et qui a un impact beaucoup plus fort sur les organisations. Il y a des études là qui montrent que en fait, plus de 7 entreprises sur 10 vont être impactées très fortement par l'IA. Et quand je dis par l'IA, je parle même pas de chiffre d'affaires ou de marché, je parle juste en termes de métier et de compétences en interne. C'est-à-dire que plus de 7 entreprises sur 10, tout va changer en interne. Et ça, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est quand même à noter. Donc il s'agit pas d'y aller dans tous les sens. Il s'agit de prendre le sujet avec calme, mais avec un grand sérieux, parce qu'il va y avoir un impact rapide et puissant. Donc, il faut essayer de construire sa propre stratégie pour se dire, moi, dans ma startup, dans ma scale-up, dans mon PME, dans mon industrie, dans toutes les entreprises, dans mon ETI, dans mon grand groupe, quelle est ma stratégie? Comment je fais de la veille? Comment je change les compétences? Comment je fais évoluer les compétences de mes équipes pour faire en sorte que cette IA qui va arriver, elle est déjà arrivée dans tous nos smartphones, elle est déjà arrivée sur nos ordinateurs, elle est déjà arrivée sur toutes les plateformes de services, de logiciels, d'applications. Donc, la question, c'est pas de se dire quand est-ce qu'elle arrive, elle est déjà arrivée. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans nos entreprises innovantes? Comment on fait? Et ça, c'est vraiment une question cruciale. Alors, il y a beaucoup d'investissements, oui et non, parce qu'il y a des sujets d'investissement, mais il y a aussi des limites parce qu'on voit très vite que quand il y a un nouveau modèle LLM, quand il y a une nouvelle application, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui est vrai cet après-midi n'est plus vrai demain. On en est presque là. Donc, ça change très vite. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que c'est un petit peu le Far West.
J'ai envie de dire, construisez votre stratégie sans dépendre d'un seul outil. Et on revient sur des sujets importants que sont la souveraineté, que sont vos data, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais pour faire de l'IA, il faut déjà avoir certes des moteurs et des LLM, mais il faut avoir ses propres data. Posez-vous les bonnes questions. Quelle data vous générez? Où est-ce que vous les hébergez? Comment vous les structurez? Comment vous les exploitez? Et déjà, quand vous avez répondu à ces 4 questions, c'est quoi votre vision stratégique? On n'a même pas parlé d'IA, on a parlé de production de data. Ce que vous faites, ce que tout le monde fait déjà depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc la question de l'IA, elle n'est pas nouvelle. En fait, elle nous force à nous poser des questions pour lesquelles on n'avait peut-être pas complètement répondu les années passées. Et la violence, elle n'est pas forcément dans l'IA, elle est dans l'urgence à répondre à ces questions d'abord. Ouais, merci beaucoup pour cette réponse et ça va être passionnant évidemment à suivre et évidemment que vous aussi, c'est des sujets sur lesquels vous allez continuer aussi d'orienter et accompagner les startups. Je termine avec une question qui est un peu plus locale, hein. On a une grosse actu aussi là à Bordeaux avec un renouvellement quasi intégral là, du board à venir. Ça arrive très vite et indépendamment des personnes qui vont être élues, ça va être quoi les gros chantiers à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine pour la French Tech? Je sais que ces dernières années, vous avez travaillé fort et bravo à toute l'équipe sur voilà, des grands moments, que ce soit la French Tech 9, mais aussi des Job Connect, plein de choses aussi qu'on voit pas au quotidien, du French Tech Central, etc., qui sont maintenant assez pérennes. Enfin, il y a même plus l'adolescence quoi, pour ce genre de programme. Qu'est-ce que vous avez encore à faire comme gros défi, gros chantier là, pour la suite? Bah, je vais donner un exemple. Il y a quelque chose qui était très installé dans l'écosystème, c'est les Job Connect. Aujourd'hui, j'ai une vraie question et j'ai pas la réponse, je ne sais pas. On observe que sur les Job Connect en ce moment, il y a moins de recrutement parce que c'est le contexte plus difficile, etc. Mais il y a une demande nouvelle. Et ça, je tiens à la partager. C'est qu'aujourd'hui, le Job Connect qu'on va organiser le 19 juin, à ce jour, on a plus de startups qui recherchent des associés que des startups qui recrutent. Et c'est pas 3-4 startups qui recherchent des associés, c'est des dizaines. Ça s'explique. En fait, il y a moins de capacité financière à recruter. Donc, les entrepreneurs, le contexte est plus complexe, donc veulent s'entourer en termes d'associés avec des compétences qu'ils n'ont pas, et c'est très bien. Donc, recherchent des associés plus solides pour adresser ces problèmes d'entrepreneurs. C'est très bien, mais c'est une nouvelle tendance. Donc, aussi, à un moment donné, c'est de se dire, le contexte global va sûrement nous faire peut-être arrêter, je ne dis pas qu'on va arrêter le Job Connect, mais peut-être ralentir sur la fréquence de certaines actions, peut-être les arrêter s'il faut les arrêter, et sûrement augmenter sur d'autres. Et puis le contexte de changement de board, bah, c'est un regard neuf avec des entrepreneurs qui vont être élus. On a des candidatures formidables avec des entrepreneurs, j'allais dire aguerris, on n'est jamais aguerris, mais expérimentés. Et donc de ce fait, bah, c'est profiter de cette expérience pour rechallenger la feuille de route de la French Tech Bordeaux, tout en respectant le label au niveau national, puisqu'on a une labellisation qui va être nouvelle 2026, 2027, 2028. Donc, on a quelques sujets quand même importants de feuille de route stratégique à co-construire avec la Mission nationale French Tech et avec le board qui va être fraîchement élu. Mais ça doit toujours répondre de manière très concrète aux entrepreneurs. C'est nos premiers clients, si je puis dire. Si ça répond pas de manière concrète, les entrepreneurs vont pas venir, ils vont se dire ça sert à rien parce qu'ils sont très pragmatiques et ils ont bien raison. Donc ça, ils chargent à nous d'être ambitieux et très pragmatiques à la fois et puis de délivrer des services concrets. Ce qu'on a toujours essayé de faire en très petit comité, de manière très qualifiée ou avec force et aussi sur des grands événements comme French Tech Day, fin novembre, French Tech Night au printemps. Mais ça, c'est des challenges, c'est des équilibres qu'on veut conserver pour garder cette relation de proximité, ce côté tiers de confiance, mais aussi garder la dynamique qui a été développée depuis 10 ans à Bordeaux. Ok, et pour le French Tech Day, la date est arrêtée? La date est bien évidemment arrêtée, jeudi 27 novembre 2025, au Palais de la Bourse, à Bordeaux. Bientôt, les inscriptions seront ouvertes. Il faudra aller très très vite comme chaque année. Merci infiniment Philippe. On envoie tous les gens qui veulent en savoir plus sur frenchtechbordeaux.com et LinkedIn, tout ça. Enfin, vous êtes partout. Merci beaucoup pour ton temps et ton regard. C'est toujours très précieux. Et donc bon Vivatech à toi et bonne semaine et à très vite quoi.
Merci Guillaume, bon Vivatech à toutes et tous, que vous soyez en distance ou sur place. Regardez un petit peu tout ce qui circule sur les réseaux, vous vivrez Vivatech par procuration ou en présentiel. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Open Startup spécial Vivatech. D'autres interviews arrivent très vite, alors pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou en le partageant autour de vous. Pour prolonger les échanges ou me faire un retour, direction LinkedIn, car c'est là où je suis le plus actif. Un grand merci à l'équipe Tracteur, une équipe passionnée d'innovation qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques, et sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. C'était Guillaume Comagnac, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série au cœur de Vivatech.